Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous ai créé donc une vidéo de correction, si je peux dire, concernant les quiz, concernant la vidéo sur le podcast philosophique que je vous ai posté, qui est très long, qui fait à peu près 1 h 30, et sur lequel en fait, voilà, je me suis dit, il est tellement long que j'aimerais bien savoir en fait finalement si mes abonnés en fait ont vraiment compris en fait ce que j'essayais de vous expliquer, entre guillemets, ce que j'essayais d'interpréter un peu dans mon cerveau et de tenter de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et vous allez voir même que d'ailleurs, après cette vidéo-là, je vais vous poster normalement un deuxième épisode philosophique qui va faire la continuité de ce premier épisode. Et on restera toujours dans la même dynamique, on essaiera toujours d'aller encore plus loin dans la philosophie. Et j'avoue que je suis assez motivé en ce moment. Donc voilà, j'ai un peu de temps, et aussi, les documentaires sont en préparation. Donc, il y a vraiment du boulot en ce moment. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo de correction. Je vous ai posé 5 questions par quiz. Et normalement, dans la section communauté, vous avez déjà 2 quiz. Donc, 5 questions par quiz. Donc, vous avez 10 questions en tout. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce que dans chacune de ces questions, ça vous permet en fait de vous remémorer une partie de l'épisode ou même de vos propres idées ou même des choses qui vous ont un peu marqué quand vous avez écouté l'épisode. Et donc, du coup, voilà, ça permet de voir un petit peu si vous avez bien compris le principe en fait de cette théorie. Et puis, bien sûr, après cette vidéo de correction et un peu plus tard, je pense, je posterai donc les 3 autres quiz. Il y a 3 autres quiz qui sont composés de 5 autres questions aussi. Et donc voilà, ça va être assez rigolo. Je sais que vous êtes très nombreux à répondre au quiz. Surtout qu'en plus, là, je vous ai partagé dernièrement les réponses au quiz pour les trous noirs pour les nuls. C'était l'épisode 21 et 22, je crois, que je vous ai posté dernièrement. Et franchement, vous êtes ultra nombreux à répondre. Et ça, c'est hyper motivant. Au moment en fait, où j'avais enregistré la vidéo, vous étiez à peu près 950, je crois, pour une certaine question. Je crois que c'était la question 21, le quiz 21. Et maintenant, quand je regarde, on a dépassé les 1000. Donc du coup, c'est assez rigolo. C'est même assez motivant, je trouve. Pardon. Et en plus, ce qui est marrant, oui, quand je disais rigolo, c'est parce qu'on entend mon ventre gargouiller, en fait. Enfin bon, je parle trop, comme d'habitude. Bien, on va commencer donc la correction pour les questions sur les quiz 1 et 2 par rapport aux origines de l'univers cellule. Allez, bonne écoute à tous. Allez, donc désolé pour cette longue intro, à chaque fois je parle beaucoup. Donc bienvenue dans cette première section qui va être donc dédiée à la correction détaillée du premier quiz sur l'épisode « Et si l'univers n'était qu'une cellule ?» Donc on va essayer de plonger dans les concepts fondamentaux qui ont été abordés dans ces 5 premières questions. Et on va essayer d'expliquer un petit peu avec précision, je vais essayer de les enrichir avec des analogies scientifiques et philosophiques. Et donc vous offrir un petit peu une réflexion immersive sur les mystères cosmiques en fait qui nous entourent. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cet épisode, n'hésitez pas à aller le revoir avant de regarder bien sûr cet épisode de correction. Et si bien sûr vous n'avez pas répondu aux questions, allez-y de suite. Alors donc du coup la première question du premier quiz, c'était sur les trous noirs et les lysosomes. La question c'était donc si l'univers était une cellule, dans le contexte de cette théorie, quelle partie de celle-ci pourrait être représentée par les trous noirs? Et donc c'est bien effectivement les lysosomes. Alors, lorsqu'on pense aux trous noirs, eh bien l'image qui nous vient en tête, c'est celle d'une force destructrice qui va dévorer la matière, la lumière et même le temps en fait. Et donc ce sont des géants de l'espace, des puits de gravité qui vraiment, ils sont tellement puissants qui semblent représenter en fait la fin ultime de toute chose. Okay, donc même si nous dépassons cette vision, mais par contre si nous dépassons cette vision apocalyptique, eh bien nous découvrons une perspective en fait plus subtile, oui. Les trous noirs en fait ils pourraient être même des recycleurs ultimes en fait de l'univers. Ça rejoint un peu la théorie des trous blancs, etc., d'autres théories. Et donc, dans une cellule biologique, les lysosomes, en fait, ils jouent un rôle à peu près similaire. Ces organites, donc c'est des organites, ils sont chargés, en fait, de décomposer et de recycler les déchets cellulaires. Et donc, ils vont digérer les composants qui sont endommagés et ils vont réutiliser les matériaux pour renforcer la cellule. D'accord ? Et sans eux, eh bien, les déchets ils vont s'accumuler et ça va rendre la cellule dysfonctionnelle, bien sûr, et ça va menacer sa propre existence aussi.
Et donc le parallèle, il devient fascinant parce que les trous noirs sont des lysosomes cosmiques. Ils absorbent les résidus de l'univers, les étoiles mortes, les gaz interstellaires, les planètes désintégrées, et en plus, et après, ils les transforment. Mais leur action, en plus, elle ne s'arrête pas là. Et oui. En gros, lorsqu'une matière tombe dans un trou noir, elle n'est pas simplement perdue, en fait. Donc, j'en ai déjà parlé longuement, mais selon les théories modernes, l'information, elle pourrait être conservée et réintégrée sous une autre forme dans le tissu de l'univers. Et donc, il y a certains chercheurs qui avancent que les jets relativistes qui sont émis par les trous noirs sont en fait des formes de matière recyclée, qui sont propulsées à des vitesses colossales. Et ça contribue donc à la formation de nouvelles étoiles et de galaxies. Et ça peut même aussi, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, en gros, réguler la vie ou la mort des étoiles dans une galaxie. Donc ces jets, en fait, qui le propulsent, sont comme les nutriments qui ont été réinjectés, en fait, par les lysosomes dans la cellule après la digestion. C'est pour ça que vous entendez souvent mon ventre, en fait. Voilà, je digère beaucoup. Donc, ils alimentent les processus de création et de régénération, pour être plus sérieux. Et donc, ainsi même, la destruction apparente, elle sert à nourrir la vie et la complexité cosmique. Alors, faisons une petite réflexion philosophique. Et si les trous noirs n'étaient pas des fins, mais des passages vers d'autres états d'existence cosmique? Il y a certaines théories, comme celle des trous de verre, qui suggèrent que les trous noirs pourraient être en fait des ponts vers d'autres univers, d'autres dimensions, quoi. Et donc, peut-être que l'univers, comme une cellule, utilise ce mécanisme pour transformer la matière et l'énergie. Et du coup, ça crée de nouvelles formes de vie cosmique dans des dimensions inconnues, qu'on ne connaît pas bien sûr. Mais dans cette perspective, le trou noir, il devient un élément vital en fait du cycle cosmique. Il participe activement à l'équilibre de l'univers, comme les lysosomes dans une cellule, vous voyez. Et donc ils assurent la continuité de la vie, même sous des formes invisibles bien sûr. Voilà, j'espère que déjà pour cette première question, cela vous va. Maintenant passons à la deuxième. On va parler donc des ondes gravitationnelles et les signaux de l'univers. Donc la question était de quel phénomène cosmique est souvent comparé aux signaux nerveux d'un organisme universel. Donc, comme le titre l'indique, bien sûr, je vous l'ai dit, ce sont les ondes gravitationnelles. Alors, ce sont des oscillations dans l'espace-temps qui sont provoquées par des événements titanesques, comme la collision de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Ils se propagent à travers l'univers, enfin du moins elles se propagent, ce sont des ondes, à travers l'univers, et donc elles transportent avec elles des informations précieuses, bien sûr, sur des événements très lointains, parfois vieux même de plusieurs milliards d'années. Et donc, dans le corps humain, les signaux nerveux, ils remplissent un rôle similaire. Ils vont transporter les informations vitales, assurer la communication entre le cerveau et les différentes parties du corps, et chaque impulsion est un message qui permet la coordination et l'adaptation et la survie. Et donc, si l'univers était un organisme vivant, alors les ondes gravitationnelles seraient ces signaux d'alerte en fait, ces pulsations fondamentales, ces messages cosmologiques qui permettent en fait à l'univers de réagir, vous voyez, à des événements majeurs, tout comme le cerveau humain qui réagit aux informations envoyées par les nerfs par exemple. Donc chaque onde gravitationnelle est une mémoire ancestrale de l'univers, une preuve que le cosmos est en perpétuelle transformation et que chaque événement laisse une trace durable dans l'étoffe du réel. Et donc, comme d'habitude, on va pousser une petite réflexion philosophique sur cette question. Est-ce que l'univers lui-même peut-il se parler? Vous voyez? Si ces ondes étaient une forme de langage cosmique, un moyen pour l'univers de s'écouter, d'apprendre, de s'ajuster, de se mettre à jour. Et donc, si chaque onde est un message, alors chaque conscience capable de les détecter, donc comme nous les humains, vous voyez, comme j'essaie de vous l'expliquer dans le premier épisode, on est tous interconnectés, chaque être vivant, chaque insecte, chaque
enfin, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui nage, enfin tout, même nous, eh bien, on est tous reliés par un espèce de une, une infime toile, une infinité pardon, de toiles d'araignée qui sont interconnectées les unes aux autres et qui permettent à l'univers en fait d'apprendre de lui-même en recevant en fait eh bien toutes les informations qu'il a apprises via des consciences, via quelque chose qui a la capacité de la conscience ou d'exister ou de vivre ou d'avoir une comment on peut dire, un apprentissage, voilà. Et donc en fait on devient une extension de cette conscience universelle, voilà. Donc peut-être que nous sommes en fait des capteurs biologiques, comme des fragments en fait de l'univers qui se perçoivent à travers notre conscience. Vous voyez, c'est très philosophique, hein. J'essaie de pas trop couper, mais pour essayer d'être le plus fluide possible. Enfin, j'aime pas trop les coupures, je veux que ça soit le plus vrai possible. Mais pour vous montrer un petit peu à quel point c'est compliqué d'expliquer ce genre de choses. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas pour cette question. Maintenant, on va passer à la troisième question, qui concernait donc le principe holographique et la réalité à 2 dimensions. Donc effectivement, selon le principe holographique, l'univers, il pourrait être vu comme une projection d'une réalité. Et donc, je vous avais posé une question dans ce quiz, du moins je vous ai demandé combien il pouvait y avoir de dimensions. Alors bien sûr, dans cette théorie, il n'y en a que 2. D'accord ? En fait, le principe holographique, c'est justement une idée de la physique théorique moderne qui suggère que tout ce que nous percevons dans un univers tridimensionnel est en fait en réalité l'émanation d'informations codées sur une surface bidimensionnelle, en 2D. D'accord ? Donc c'est comme si que notre univers était en fait un film projeté dans l'espace et que la véritable réalité, celle qui contient l'information fondamentale, hein, eh bien, se trouverait inscrite sur une membrane à 2 dimensions. Et il y a des théories de la dimension branaire, par exemple, je vous en ai déjà parlé aussi, qui est très intéressante et qui pourrait aussi se rejoindre à cela. Alors on va essayer de faire une analogie avec l'ADN cellulaire. Dans une cellule, l'ADN, il est contenu dans le noyau. Donc c'est une structure en spirale, bidimensionnelle, qui régit pourtant la complexité de l'organisme entier, en 3 dimensions. Vous voyez ? Donc si l'univers est une cellule, eh bien peut-être que l'information cosmique est inscrite sur une surface invisible, tout comme l'ADN qui guide la vie sans être directement observable. Et là, encore une fois, réflexion philosophique, mais peut-être que notre réalité, avec ses dimensions perceptibles, n'est qu'une illusion projetée. Peut-être que ce que nous appelons matière est simplement une interprétation limitée de l'information stockée dans un espace-temps caché. Et donc, dans ces questions, effectivement, ça nous révèle que l'univers, dans toute sa complexité, en fait, il pourrait fonctionner de manière organique et cohérente, qui suit donc des schémas similaires à ceux de la biologie. Et ça, c'est intéressant. Chaque trou noir, en fait, chaque onde gravitationnelle, chaque structure invisible, eh bien, pourrait jouer donc un rôle vital dans le grand cycle cosmique. Et donc, vous allez voir, hein, dans les prochaines questions, on va parler effectivement du multivers fractal et de l'infinie répétition. Ça aussi, c'est un sujet ultra intéressant. Mais en tout cas, j'espère que déjà, pour ces 3 premières questions, déjà, vous avez une bonne compréhension, même si effectivement, pour l'instant, tout ce que je raconte, c'est de la théorie, c'est un peu de la philosophie, de la théorie. On essaie de commenter, on essaie de réfléchir un peu ensemble sur cette façon de voir les choses, mais voilà, j'attends un petit peu aussi vos retours en commentaire, hein. Pour le moment, c'est assez récent, donc j'ai pas de retour. Mais c'est vrai que je trouve que cette question est enfin, ces questions, en tout cas, sont fascinantes. On va y réfléchir. Allez, passons de suite à la 4e question. Alors, le multivers fractal et l'infinie répétition. C'était un peu l'objet de la 4e question. Et donc, la question était de quel concept décrit l'idée que chaque univers, en fait, pourrait contenir des structures fractales similaires, se répétant à l'infini.
Bon, bien sûr, vous aviez la réponse dans la question. C'était c'était pour voir si vous avez bien suivi. Et donc, effectivement, la bonne réponse est bien le multivers fractal. Et donc, le concept de multivers, en fait, il postule que l'existence d'une infinité d'univers parallèles est possible, hein, et que chacun de ces univers obéissent à ses propres lois physiques, si vous préférez. Et donc, dans cette théorie, notre univers ne serait en fait qu'un parmi des milliards d'autres, bien sûr, hein, qui évolueraient dans un cadre bien plus vaste encore, et même au sein d'une réalité métacosmique, hein, comme j'aime rajouter le mot méta, ça ajoute une dimension supérieure au mot. Et donc, mais il faut prendre en compte aussi une information importante, c'est que l'univers, le multivers fractal, il ajoute aussi une dimension supplémentaire, et donc celle de la répétition infinie des structures. Tout comme une fractale qui reproduit le même motif à différentes échelles, eh bien le multivers fractal, il suggère que chaque univers serait alors une réplique en miniature ou en gigantesque d'un autre. Voilà, ça dépend. Après, tout est possible, bien sûr. Et donc, dans la nature, bien sûr, les fractales, je pense que vous l'aviez déjà remarqué, elles sont omniprésentes. On les retrouve dans la forme des branches des arbres, dans les veines des feuilles, les formations des rivières, les montagnes, dans le réseau cosmique des galaxies. Bref, si ces motifs se répètent dans le monde biologique et géologique, alors pourquoi ils ne se répéteraient-ils pas à une échelle cosmique, par exemple? En gros, chaque galaxie pourrait être vue comme une cellule, chaque univers pourrait être une cellule plus grande dans un organisme encore plus vaste, et ce cycle pourrait s'étendre à l'infini, bien sûr, et ça créerait donc une réalité fractale infinie. Et donc, petite réflexion philosophique, si chaque univers était la réflexion d'un autre, à une échelle différente, est-ce que selon vous c'est possible? J'attends de vous que vous répondiez dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que d'ailleurs, ce que nous percevons comme le grand et l'infime, eh bien en fait ce ne sont que des perspectives, quoi. Voilà. Peut-être que chaque atome contient un univers entier, et que notre propre univers en fait fait partie d'un atome, d'un être infiniment plus grand. Voilà. Là, on parle loin, mais dans cette vision, la répétition fractale, elle serait la preuve concrète d'une organisation universelle. Un cycle où la vie en fait se reproduit sous des formes diverses et infinies. Voilà. Cette quatrième question est ultra intéressante et elle percute, je pense, parce que ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Vous me direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Allez, on va finir cet épisode avec la dernière question de ce premier quiz. Et donc, elle concernait les galaxies comme des cellules de l'univers. Et donc, la question était de si chaque galaxie était une cellule, alors combien d'entre elles contiendraient l'univers observable? Alors, j'ai créé l'épisode il n'y a pas très longtemps, donc quasiment un peu après que j'ai posté les quiz, donc l'épisode de correction. Et donc, je me suis aperçu déjà qu'il y avait des personnes qui avaient répondu et qui se sont trompées. Et oui, si vous avez bien écouté l'épisode, eh bien, la réponse, c'est 2000 milliards. Voilà. Donc, l'univers observable, il contient à peu près 2000 milliards de galaxies. Et chaque galaxie est une vaste structure qui contient des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, des milliards de nébuleuses et de trous noirs. Bref, voilà, je vais un peu loin dans mon discours, mais vous avez bien compris que c'est immense. Et donc, si on devait comparer ces galaxies à des cellules biologiques, eh bien, alors notre univers, en fait, serait un immense organisme vivant qui est fait de connexions, d'échanges et de transformations constantes. Et donc, chaque galaxie est un monde en soi, en fait. Un espace où se déroulent les cycles de vie des étoiles, des planètes et potentiellement de la vie. Comme une cellule, comme une galaxie, qui a par exemple un noyau, qui est souvent représenté par un trou noir supermassif, des réseaux de communication, comme les courants stellaires et les champs magnétiques, des mécanismes de régénération par la naissance et la mort des étoiles, et tout comme les cellules d'un corps communiquent et échangent des nutriments, eh bien les galaxies, elles interagissent, elles échangent de la matière,
et influencent leur environnement cosmique. Vous voyez ? Et donc pour finaliser cet épisode, on va finir avec une petite réflexion philosophique. Si on voit chaque galaxie comme une cellule, alors l'univers devient un organisme vivant et chaque événement cosmique devient un processus biologique. Peut-être même que l'ensemble de ces galaxies travaillent inconsciemment à une forme d'équilibre, d'organisation, de symbiose universelle. Alors sommes-nous simplement un fragment dans cet organisme cosmique, une cellule consciente qui observe son propre rôle dans le corps de l'univers? Voilà, ce sont des questions qui font réfléchir. Et donc, à travers, si je puis dire, cet épisode, ces 5 premières questions, il y a quand même, je pense, vous me le direz, mais il y a quand même une image qui se dessine. En fait, c'est celle d'un univers qui est structuré, complexe, organique, et qui fonctionne selon des principes similaires, en fait, à ceux que l'on peut observer dans les systèmes biologiques. Les trous noirs, je le répète, ils jouent le rôle de recycleurs. Ils transforment la matière et l'énergie. Les ondes gravitationnelles, elles sont les messagers du cosmos. Elles transportent des informations essentielles. Le principe holographique, il nous montre que notre réalité pourrait n'être en fait qu'une projection codée. Le multivers fractal, il élargit notre perception de l'infini et de l'éternelle répétition. Et enfin, les galaxies, elles deviennent les cellules fondamentales d'un organisme universel. Et nous, dans tout cela? Eh bien, dans cette vaste architecture cosmique, on n'est pas des simples observateurs, hein, je vous le rassure. On fait partie de cette... j'aime beaucoup cette façon de dire, cette danse cosmique. C'est une conscience incarnée qui tente de comprendre l'infini en l'observant. Et donc nous sommes des fragments de tout, de ce tout, des cellules conscientes qui peut-être cherchent à comprendre la nature de l'organisme auquel elles appartiennent. Et donc, désolé pour... voilà, on a fini l'épisode. J'espère que ça a pu vous captiver un petit peu. Désolé si vous avez pu entendre mon ventre de temps en temps, j'ai un petit problème je pense. Mais tous les jours c'est comme ça, voilà, ça n'arrête jamais. Et donc il va peut-être y avoir un médecin. Bref. Pour la suite de cet épisode, je vous créerai un autre épisode bien sûr dans le même style qui va donc corriger les 10 prochaines questions, donc des quiz 3 et 4. Et puis le cinquième quiz, on le verra après. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me le disiez en commentaire, ce que vous avez pensé. Et voilà, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et si vous n'avez pas tout compris sur ce que j'ai dit, eh bien, n'hésitez pas à retourner sur l'épisode en question. Hein. Franchement, il est ultra intéressant. Après, je vous ai mis une petite ambiance, c'est que des crépitements de feu, comme actuellement sur cet épisode. Et donc, voilà, c'est en mode tranquille. Soit vous l'écoutez dans la voiture, dans votre lit, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il faut être posé pour écouter ce genre d'épisode. Hein, je peux le comprendre. Voilà. En tout cas, passez une très belle journée, une très belle soirée. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.